Madame, Monsieur, bonjour, heureux de vous retrouver pour cette partie de commentaires de décryptage des propos des dirigeants et autres personnalités qui prennent position sur divers sujets dans le monde. Bonjour à vous, Adrien. Bonjour Jérôme, bonjour à Moïse, bonjour aux amis auditeurs et téléspectateurs. Moïse, le compagnon de toujours, bonjour à vous. Bonjour à vous, Jérôme Kassa, bonjour à Bidé, bonjour à toutes et à tous. Nous commençons par le Tchad avec cet extrait. C'est un pas important vers la réconciliation et un acte politique pour donner une légitimité au président du CMT qui avait été contesté à cause de la succession dynastique du pouvoir. Adrien. Oui, opération de charme, c'est l'année, c'est là justement que... Vraiment la condition dans laquelle Déby Fils est arrivé au pouvoir, nous les connaissons tous. Les Tchadiens, dans leur grande majorité, s'ils avaient le choix, n'accepteraient pas. C'est comme... un président de transition qui a été imposé pratiquement. Donc, je dirais que ces genres d'initiatives qui sont prises ne sont que des opérations de charme pour clouer le bec à certains, pour faire taire certains, pour dissuader certains, pour avoir certains avec soi. Donc, l'autre fois, je le disais, il y a que déjà du côté de N'Djamena, on ne commence pas à se mettre en boubou. Et ils ne seront pas surpris que le moment venu, une fois la transition passée, que certains veuillent se porter également candidat à la présidence de la République. Donc, ça ne fait que commencer. Ce sont des signaux. Les opérations de charme qui ne trompent nullement. Il n'y a que les plus bénins qui puissent véritablement se dire que bon, c'est innocent. Ce n'est pas si innocent que ça. Nous sommes sur un terrain politique et les enjeux sont ce qu'ils sont. Une bonne option, Moïse? Donc oui, le président a besoin de se donner une nouvelle image. Parce que quand vous voyez les conditions dans lesquelles il a accédé au pouvoir, après un règne sans partage de son feu père, donc il se dit, il faut que je montre une nouvelle face. C'est vrai que les plus sceptiques vont dire, bon, c'est une opération de charme, ce qui est vrai, mais c'est déjà un pas. Parce que c'est rare en Afrique d'entendre qu'un président s'est levé pour amnistier 296 personnes. On a dit les rebelles et les opposants. Si dans tous les pays africains, on peut poser cet acte-là, parce qu'on prépare un dialogue national. Donc ça fait partie des conditionnalités posées par les uns et les autres pour participer au dialogue. Si déjà il a fait, c'est que bon, aujourd'hui, il veut corriger un tant soit peu l'image écornée de sa famille. Mais je dis, il faut garder la veille citoyenne. Parce qu'avec ces gens, il faut faire attention. On embrasse son ennemi pour mieux l'étouffer. Donc je dis, il faut que les hommes politiques tchadiens soient à l'affût, qu'on ne baisse pas les bras pour dire, bon, on a été amnistiés, ils vont vous amnistier, c'est vrai que dès qu'ils auront le pouvoir, ils seront bien assis. Si vous faites les comptes, ils vont vous reprendre. Oui, ils vont dire, voilà des gens qu'on a amnistiés, mais qui n'ont jamais cessé de jouer aux rebelles, de jouer aux opposants. Donc je dis, soyez attention, mais c'est déjà pour moi un pas qui a été fait dans la décrispation de l'atmosphère, parce que bon, le fils veut bien gérer et il veut tout faire pour qu'on oublie, comme l'a dit quelqu'un, les vestiges hérités de son papa. Donc s'il peut arriver à ramener tout le monde à la maison pour que tout le monde puisse participer, parce que pour moi, dès qu'on va amnistier les gens, puisque le test n'a pas encore été approuvé, il faut envoyer ça au Parlement. Dès que le Parlement va peut-être approuver, on va chercher de trouver quelques postes aux rebelles et aux opposants pour dire maintenant, on peut bien gérer le pays parce que chacun a griffé sa part de gâteau. On n'exclut personne, c'est ce que veut dire. On parle de dialogue national. Oui, on appelle à tout le monde. Oui, il n'a pas le choix. Il y a le dos mu pratiquement. C'est vrai que lui ne saurait nier que c'est un pas. C'est pas évident, ça se passe ailleurs. Hein? Oui, non, ailleurs. Ce n'est même pas demain la veille. Le dialogue national, c'est entre coquins. Les gens n'y pensent pas. Non. L'essentiel est que ce pas soit déterminant dans le processus de réconciliation. En fait, c'est un processus de réconciliation tchadien qu'il doit s'agir. Donc, une chose est d'accorder l'amnistie aux gens, une autre est de véritablement mener un dialogue qui convainque et qui satisfasse les différentes parties, surtout ceux-là qui n'ont pas forcément la même vision que les princes régnants actuellement en N'Djamena. C'est de ça qu'il est question. Il faut véritablement réconcilier les Tchadiens avec eux-mêmes pour qu'ils se sentent appartenir à une même nation, à un même État, à une même République. Donc, ce n'est qu'à cette condition qu'on pourra dire véritablement que Déby Fils tient à rompre les amarres avec le système qui a été celui de son papa. Le système qui était le cocon dans lequel lui, d'ailleurs,
Il a été formaté, il a été moulé, il a été pratiquement fait. Il a été fait. Parce que vous n'êtes pas sans savoir non plus que c'est pas évident qu'à cet âge-là, on devienne général tout de suite. Pour une armée ou des armées qui se respectent, qui ont une certaine notabilité, une respectabilité, quand même, à cet âge-là, général, là, ça ne coupe pas la rue. Donc vous aurez tout compris. Donc voilà, comme la mort ne prévient pas, la mort a pris par là, le papa a été fauché au moment où la famille ne s'attendait pas. Autre chose, pour montrer patte blanche. Vous n'êtes pas sans savoir non plus que les différentes régies financières, la plupart dans le pays, les grosses structures d'État, sont pris d'assaut par les membres du clan de la famille de vie. Les grands directeurs, les postes stratégiques, ils sont confiés. Légalement, il va falloir agir. Et Moïse le disait tantôt, c'est vrai, une fois que le Parlement aura approuvé ce test amnistie, ce qui sera approuvé, parce que vous savez qu'en Afrique, il n'y a pas de pays, ça passe. Ça passe. Quand même, qui êtes-vous, vous, député? Qui êtes-vous pour bloquer un test? Alors que vous n'avez pas été au Parlement aussi librement que ça. Et il a fallu que certains vous soutiennent, vous appuient, vous épaulent. Donc, ça devrait pouvoir passer. Donc, une fois l'amnistie accordée, le processus enclenché, il va falloir que du côté de l'administration, on essaie également de voir. Les rebelles qui sont exigeants et le pouvoir les écoute, c'est pas courant. C'est pas courant, c'est pourquoi j'ai dit que c'est une avancée dans le processus de réconciliation, de la restauration de la paix. Parce qu'il faut savoir qu'avec les rebelles, la paix a quelques difficultés dans ce pays. Donc, ils ont exigé, ils ont obtenu, mais ils attendent que cela soit concrétisé par un test. Ils se disent, si déjà on arrive à concrétiser, ça veut dire que les rebelles sont prêts à déposer les armes, à dialoguer. Parce que si cette amnistie générale, si on ne leur accorde pas ça, c'est qu'ils peuvent venir au dialogue national et au thème du dialogue, on va les enfermer. Donc, ils ont exigé, ils ont pu obtenir. Cela prouve que le président tchadien se dit aujourd'hui, nous sommes obligés, quelle que soit notre force, quelle que soit l'efficacité de notre armée, nous sommes obligés de négocier avec les rebelles pour amener la paix. Et la paix, c'est important pour les Tchadiens, la réconciliation, parce que vous savez déjà que la classe politique n'était pas réconciliée avec elle-même, parce que tout se trouvait dans les mains des éléments du clan. Aujourd'hui, les autres aussi ont envie de gérer, les autres aussi ont envie de... certainement que lors du dialogue national, ils vont exiger encore d'autres choses. Il faut dire, nous aussi, nous avons besoin de postes de responsabilité, donc c'est déjà bien. Il faut qu'en Afrique, on comprenne que quand on parle de rébellion, on n'a pas toujours les moyens d'affronter les rebelles. On peut négocier avec les rebelles. Les rebelles, ceux qui prennent les armes, pourquoi ils prennent les armes? C'est parce qu'ils veulent se faire entendre. Ils veulent qu'on les écoute. Ils veulent qu'on les appelle. Ils veulent qu'ils se retrouvent autour d'une table de négociation pour dire, bon, nous aussi, nous avons une force. Donc, si aujourd'hui le président a compris l'importance des rebelles dans la crise au Tchad, c'est normal qu'il leur fasse des concessions. Mais il ne faut pas qu'ils exagèrent, parce que parfois, quand vous commencez par céder à leur volonté, ils exagèrent. Donc le président aussi doit être très attentif pour ne pas se faire manipuler. Et c'est lui qui gagne, hein, au final, l'a dit Adrien tout à l'heure. Il est dans le vrai là? Non, oui, c'est lui qui gagne. Ah oui, mais face à la communauté internationale, il est différent de son père. Il vient de faire, il accepte, ça veut dire qu'il reconnaît d'abord l'existence des rebelles. Il leur accorde une amnistie générale et il est prêt à discuter avec eux. Donc c'est déjà une avancée par rapport à son père qui allait lui-même au front pour combattre. Aujourd'hui, au moins le fils reconnaît que ces gens-là, ils ont suffisamment fait du mal à notre pays. Déposons les armes, faisons la paix. Par conséquent, je reconnais votre existence. Peut-être qu'on va reconnaître, on va trouver que leurs revendications sont légitimes. Donc venez ensemble pour qu'on construise le Tchad. Et c'est dans ce contexte que des fils s'offrent une étoile en plus. Mais je vais tantôt aller. Où sommes-nous là? Au grade de général, en cela que, à cet âge-là, vous devez être surpris. Alors, et à cette allure, ne soyez pas surpris qu'il devienne un maréchal. Vous avez, avant que son père de Sanaï, on était obligé de lui faire porter le grade de maréchal. Donc, certainement que lui pourra même, si il parvenait à son troisième mandat, réglementairement, le moment venu, il pourrait même aller loin. Après le maréchal, on ne sait pas. Il faut craindre une sorte de dictature en miniature qui se dessine également, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, un processus de réconciliation est enclenché. Il y a des opérations de charme. Et je disais tantôt qu'il ne faut pas être dupe en cela que, une fois le processus terminé et les élections organisées, si
il venait à se faire élire président de la République. C'est là maintenant qu'il va montrer également autre face. C'est tout jamais parce que en Afrique, pour avoir le pouvoir, on est censé savoir que nos hommes politiques, ils promettent moins merveilles, ciel et terre. Ils font des promesses si mirobolantes que les populations en âge de voter dans les urnes leur accordent le crédit confiance. Mais une fois qu'ils ont le pouvoir, vous les méconnaissez. Donc, vivement que cela n'arrive pas au Tchad. Et Moïse l'a dit tantôt, la veille doit se poursuivre. Mais les Tchadiens ne sont pas comme des citoyens d'autres pays où on a tout fait de baisser la garde. Oui, mais la dernière fois, vous vous rappelez, au moment où la transition a commencé à être menée, des marches ont été interdites, mais certains ont bravé tout cela, et c'est vrai, il y avait des cas si, mais ils ont pu. Il y a certains pays en Afrique, attention, il faut compter également avec des têtes fêlées dans la République. Donc c'est ça qu'il s'agit. C'est que vous ne brûlez pas les peuples que vous prétendez défendre. Vous dirigez, vous devez pouvoir être à l'écoute et à céder à leurs requêtes et autres revendications, tant peu qu'elles soient dans la droite ligne d'une gouvernance concertée, d'une gestion saine du pays qui promeuve véritablement le développement dont tous ont besoin. Comme ça, Déby Fils devient le général le plus étoilé du pays, au-dessus de tous. C'est pour mieux contrôler la troupe, non? Mais oui, maintenant qu'il est le plus gradé de l'armée. Le plus jeune des gradés. Le plus gradé. Et puis, donc, vous savez, il y a possibilité pour lui de s'octroyer tous les avantages avant de quitter le pouvoir. Il va s'octroyer tous les avantages avant de quitter le pouvoir, parce qu'il se dit, s'il quitte le pouvoir, ces avantages-là, personne ne pensera à lui. Il aurait déjà servi peut-être à pacifier ou à réconcilier le pays. Donc, moi, je dis, s'il est intelligent, et je crois qu'il est intelligent, il ferait mieux de s'octroyer tous les avantages et ne plus être candidat à la présidentielle et aller se reposer tranquillement, parce que quand vous êtes grisé par le pouvoir, vous ne respectez plus rien. Et je dis, ceux qui ont ramené Déby Fils au pouvoir, savent pourquoi ils l'ont fait, parce que ce n'était pas le plus compétent de l'armée. Donc, ils ont voulu le maintenir là pour peut-être continuer par profiter des avantages liés, puisque la plupart des ressources financières se trouvent dans les mains des éléments du clan. Donc, pour encore avoir ces éléments-là avec soi, il faut choisir un produit du clan, et c'est peut-être le moins offensif qu'on a choisi. Donc, je dis, il faut qu'il fasse attention, parce qu'à un moment donné, quand il ne va plus tenir compte de l'intérêt des autres, il va grabuge. Donc, il faut qu'il fasse tout pour reconquérir le cœur du peuple, parce que quand vous êtes au pouvoir et que vous arrivez à faire le bonheur de votre peuple, quelle que soit l'adversité qui arrive, le peuple vous protège. Mais si vous faites le malheur du peuple, le peuple serait le premier à descendre dans les rues et à réagir. Et je suis d'accord avec Adrien, il faut que les peuples africains soient debout, parce que le président ne compose qu'avec le peuple qu'il a devant lui. S'il a un peuple amorphe, qui ne dit rien, qui applaudit à tout vent, il va s'offrir un boulevard. Mais quand il a un peuple debout, un peuple qui ne craint pas la mort, parce que pour conserver la liberté, il faut que des gens se sacrifient pour que le pays reste debout. Il y a des Tchadiens qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ce grade-là parce qu'il n'a pas de mérite, il n'a pas de chemin pour être général 4-5 étoiles aujourd'hui. Mais c'est ce à quoi je faisais subrepticement allusion, en cela que me posait la question de savoir, ou m'étonnant de ce que si jeune Tchadien devienne général. Mais dans les armées, véritablement, les armées régulières, où on sait ce que Porteur Galland veut dire, ah là là, il faut véritablement suer Saint-Haut avant de se faire porter un galon, d'évoluer en grade. C'est vrai, il y a des examens, il y a des processus, il y a parfois des examens, après, bon, il y a des promotions. Et c'est vrai qu'on dit souvent également que le généralat, en Afrique surtout, on dit que c'est plus politique. C'est du bon vouloir du chef suprême des armées. Et dans un pays de l'Afrique, sous un régime également, ça a été distribué comme du gâteau de petit pain, le grade de général. Donc, aucun mérite. Parce qu'un général, d'abord, c'est quelqu'un qui sait ce que ça veut dire que mener l'opération, aller au front. Les études prennent également par là. C'est-à-dire que Déby Fils, lui, il a rempli toutes ces conditions. Et puis, quand même, vous aurez tout compris. Le plus jeune, il se fait que c'est le plus gradé. C'est vrai qu'au niveau de l'armée, il faut des normes supérieures qui vous permettent véritablement d'être au-dessus de tout le monde, contrôler tout le monde pour bien diriger. Vous vous sentiez à l'aise par rapport au commandement. Mais quand même, est-ce qu'il le mérite? Mais non. Encore que nous avons vu certains chefs d'État qui n'ont pas eu besoin du généralat. Thomas Sankara,
capitaine, il est devenu comme président de la République. Vous aurez tout compris, on n'a pas besoin forcément de cela. Mais désormais, je crois savoir que depuis quelques années, c'est devenu complexe pour certains chefs d'État ou certains militaires, certains officiers. Bon, il faut les galons, puisque c'est nous qui avons la possibilité de nous les faire porter. Et puis, bon, on y va et on les porte. Vivement qu'ils méritent ces étoiles-là. Encore que, à la bonne franquette, il ne me mérite pas, à la bonne franquette, il ne mérite pas ces étoiles, sincèrement. Il est lieutenant au moins, selon vous? Écoutez, il n'en a pas eu, il n'a pas besoin de l'avis des autres. Et c'est là où il va, je vous ai dit. Chacun se sert, c'est ça, dans une république? Ne soyez pas surpris qu'il finisse aussi maréchal. Ne soyez pas surpris, parce qu'il est dans un processus. On banalise la fonction? Oui, il banalise la fonction. Pourtant, quand il s'est octroyé ce galon-là, est-ce qu'il y a quelqu'un de l'armée qui a levé le drapeau pour s'opposer à cela? Non, ça veut dire que quoi? Il s'est donné toutes les garanties. Et personne. Parce que c'est vrai qu'il y a des différents grades. Maintenant qu'il est passé général, il va attendre peut-être quelques temps après. On va dire bon, qu'il est devenu maréchal comme son père. Donc je dis, c'est le défaut de l'Afrique, ça. Au niveau des armées, vous allez voir souvent, ça boude parce qu'ils se connaissent. On sait qui doit porter tel galon, mais on saute le galon à certaines personnes et après, bon, il n'est pas capable d'aller au front, il n'est pas capable de gérer. J'ai dit non, ça c'est les réalités africaines. Est-ce qu'il a réellement besoin de ça? Est-ce qu'il a besoin de ça pour diriger son pays? Est-ce qu'il a besoin de ça pour pacifier son pays? Est-ce qu'il a besoin de ça avant d'organiser un dialogue national? J'ai dit bon, ça c'est la gestion de façade. Il s'est dit, si je ne suis pas général, les autres ne vont pas me respecter. Par conséquent, il faut que je me donne ce galon-là pour que les gens puissent me respecter parce qu'il sait qu'il n'est pas venu au pouvoir dans les bonnes conditions. Il sait que dans le rang de l'armée, des gens vont contester. Donc, il s'est donné cela. Et ce qu'il y a su, il y a un comité, il y a des gens qui se sont réunis pour prendre une décision pour dire lui, on va lui faire porter le cadre de général. Donc, quelque part, les gens font preuve d'une complicité passive qui peut se retourner contre lui. Parce que quand il sera puissant, c'est ce qui se passe. Quand il devient puissant, il va commencer par les éliminer eux d'abord. Parce que ça se fait toujours. Mais c'est un secret qui partage. Donc il faut que je les élimine pour que demain, ils ne viennent pas s'opposer à moi. Malheureusement, ainsi va l'Afrique. Peut-on dire qu'il est prêt à tout au nom de la paix, au final? Bon, dire qu'il est prêt à tout au nom de la paix, je suis tenté également de le dire, parce que pour lui, c'est comme si ça passe sur sa place également. Et oui, il est prêt à tout. C'est vrai à toutes les concessions. Non. À toutes les concessions. Je suis tenté de le dire. Oui, rien qu'à voir le port du galon. C'est vrai, il était déjà général. Et général de brigade, général de division, général d'armée ou du corps d'armée. Et tout ça, tout ça, lui, il a franchi toutes ces étapes-là déjà. En quelques mois. En quelques mois. Quand même. C'est trop beau, ça. C'est trop beau. Donc, vivement que le processus s'achève, de réconciliation s'achève, mais des surprises pourraient également advenir. Ah oui, Moïse l'a relevé. Mais vous ne pouvez pas dire qu'il n'y aura pas de frustrés au niveau de cette même armée-là. Comme quoi il y a toujours eu des frustrés. Je vous ai dit que dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, il y a un moment où, bon, un chef d'État croyant peut-être qu'après son départ du pouvoir, certains lui seront reconnaissants, mais il a promis trop de généraux. À l'occasion de la fête de l'indépendance, ses compatriotes déjà à l'affût se posent mille et une questions par rapport aux nouveaux généraux de la République. Et toujours est-il que, bon, on distribuait des étoiles, mais une fois qu'il a quitté le pouvoir, on peut compter de bout des doigts ces généraux-là qui ont continué à lui faire allégeance. Donc ça, c'est ça qu'il est question. En fait, c'est ça. Donc, je crains que des bénéfices ne reviennent de ces illusions. Nous sommes au Sénégal à présent. Je suis avec vous, Moïse, ce gars qui vient d'abriter le Forum international sur la paix et la sécurité, avec ceci du président de la Commission de l'Union africaine. Qu'avons-nous fait pour que nous soyons aujourd'hui le continent où le terrorisme s'étend et où les changements anticonstitutionnels se multiplient presque sans coup férir? Pourquoi en sommes-nous arrivés là, Moïse? La malgouvernance, la boulimie du pouvoir. Faki parle maintenant là? Oui. Il s'est parlé? Ben oui, parce que, vous voyez, qu'est-ce qui fait que nous avons cette difficulté en Afrique? Tout à l'heure, Adrien l'a rappelé, vous avez été choisi par votre peuple pour faire le bonheur de votre peuple. Vous avez été choisi pour diriger le peuple. Mais on a constaté que quand vous venez au pouvoir, vous faites ce qui n'est pas normal. C'est ça. Et on vient, il faut tripoter d'abord la Constitution.
Il a dit, je suis venu, j'ai été élu pour faire peut-être au plus 2 mandats, j'ai trouvé que le pouvoir était bien, ok, et je change la Constitution. Ceux qui ne sont pas d'accord prennent les armes. Systématiquement, il y a un problème. La paix est compromise. Et le terrorisme, quand il y a le terrorisme, on dit, bon, les biens du pays se trouvent concentrés dans la main d'une famille. Les autres disent, mais non, nous, dans notre région, par exemple, il y a le pétrole, il y a l'or, mais en retour, notre région n'a rien. Et pourtant, eux, qui sont au pouvoir, ils prennent tout. Donc c'est ça qui fait que pour que nous puissions ramener la paix et la sécurité, il faut désormais éduquer les présidents de la République à la bonne gouvernance. Parce que la mauvaise gouvernance, la mauvaise gestion des ressources du pays, c'est ça qui compromet la paix, c'est ça qui crée des problèmes de sécurité. Donc je suis d'accord que 5 présidents ont été invités, mais il faut qu'on fasse le diagnostic. Il faut qu'on pose le diagnostic. On a dit ici, la dernière fois que sur le plateau, que bon, quand un président se lève et il modifie la Constitution, personne ne lève le doigt pour dire « Ah, ce que tu as fait, tu as bon. » Mais dès que les militaires se retrouvent pour le déposer, il y a un problème. Ouais. Parce que quand vous révisez la Constitution à l'emporte-pièce, ça met en mal la paix. Et les militaires se disent, nous sommes là pour veiller sur la sécurité et la paix. Donc, par conséquent, il faut faire un coup d'État. Donc, je dis, il ne faut pas seulement se limiter au discours. Il faut aller dans le concret. Il faut que les institutions de la sous-région jouent leur rôle. Parce que c'est le 7e sommet. C'est le 7e sommet qui parle de la paix. On va revenir encore peut-être dans 1 an, dans 2 ans pour dire qu'il y a un problème de paix et de sécurité. Aujourd'hui, il faut que les forces africaines se travailler la main dans la main pour lutter contre l'insécurité. Parce que si chaque président va rester dans le cadre de son État, vous voyez, quand vous prenez l'Afrique de l'Ouest, on a parlé de Mali, bon, les autres disent non, nous, on n'est pas, c'est pas encore chez nous. Après ça vient, les Maliens disent, mais on n'a pas fait de gérer pour nous, on ne peut pas vous aider. Donc il faut une coercition d'action pour que nous puissions lutter. Parce que, allons au-delà des discours, disons clairement au président, monsieur le président, vous avez été élu pour faire 1 mandat ou 2 mandats. À la fin de mandat, partez. Ne cherchez pas à dépouiller votre constitution. Si vous le faites, il y aura insécurité. Si vous le faites, vous allez lutter contre la paix et les militaires viendront. Les terroristes, les djihadistes, ils aiment les pays où il n'y a pas la paix. Et c'est là qu'eux, ils viennent. Ils recrutent les gens pour dire, bon, nous allons vous aider à pacifier votre pays. Donc il faudrait que les présidents africains se disent désormais ce qui se passe dans notre pays relève de notre responsabilité. Faki Mahamat n'est pas content de la communauté internationale, visiblement, Adrien. Avant que de ne pas être content de la communauté internationale, il faut qu'il soit mécontent par rapport à la posture qu'affichent certains chefs d'État qui compliquent en fait l'existence, non seulement à leurs concitoyens, à leur peuple, et à l'UA elle-même. C'est vrai, il faut d'abord balayer devant sa porte que de chercher à aller balayer d'abord pour des autres. Ne jetons pas tout le tort sur les autres, mais non. C'est vrai, il a fait un beau discours, mais ça ne suffit pas. À l'occasion d'un sommet de la CEDEAO et de l'UA, moi, je lui ai souhaité qu'il ait ce courage. Il fait face au chef d'État, tenir un discours du genre. Il ne l'a jamais fait. Ah, peut-être que c'est... il fait que commencer, là. Il fait que commencer. Parce que pourquoi? Qu'il s'agisse de la CEDEAO, de l'UA, il me semble que les responsables commencent par se rendre compte de ce que, à y prendre garde désormais, la plupart des décisions qu'ils prennent au plan politique ne reçoivent plus l'assentiment de leur peuple ou de leurs concitoyens. Donc, le Tchadien est en train de tirer toutes les conclusions et toutes les conséquences qui s'imposent. C'est vrai, il a fait un discours, je dirais, un peu viril, il est en train de toucher du doigt. Mais peut mieux faire, comme on dit souvent lorsqu'on corrige la copie. Peut mieux faire. Je ne dirais pas que c'est un réveil tardif, mais peut mieux faire. Il va falloir insister là-dessus. Insister également sur le mode de gouvernance. Sur ces situations qui fâchent. L'essentiel est que l'UA ait véritablement les moyens de sa politique. Et nous l'avons souvent déploré. Pas de mesures de coercition par rapport à un chef. Même pas des phrases de coercition, il n'a rien. Rien. Bon, cette tribune lui a été offerte. Il a pu dire ce que pensent tout bas certains en tant que président de la commission de l'UA. Et lorsque les exemples, son pays, le Tchad, n'en est pas un également. Ah oui. Mais il dit que son pays vole au secours d'autres pays. Le Mali, oui, bon, encore que. Mais ce ne doit pas être un prétexte, une raison, ou bien ce ne doit pas justifier le fait que chez lui-même, là, on brime les populations. On tue à tout va. À tout va. Les droits les plus élémentaires sont violés. Vous comprenez bien? Donc, vivement que le processus, l'on va dire tantôt au Tchad, engagé, connaisse un succès. Et là, ça pourrait davantage le réconforter. Mais, peut mieux faire.
Il parle de la solidarité interafricaine. Non, qui va être solidaire avec qui? C'est comment chacun fonctionne. Comme vous avez dit tout à l'heure, chacun se concentre sur son pays. Son pouvoir plutôt. Tant que le mal n'a pas atteint mon pouvoir, je m'en fous de ce qui se passe là-bas. Je dis non, il faut Adrien est revenu sur ça, il faut quelque chose de bonne gouvernance. Vous venez, vous débrouillez les jeunes de leurs emplois. Comment voulez-vous que votre pays soit en paix alors que plus de la moitié de la population juvénile n'a pas un travail? Forcément, c'est une source d'insécurité. Vous détruisez les emplois, vous fermez les entreprises, les gens sont dehors. Comment voulez-vous? Ne voulez-vous pas que quand les djihadistes vont vouloir recruter... Ce n'est pas facile pour eux. C'est facile. Les gens vont dire, bon, quelques dollars pour prendre les armes, je suis d'accord. Donc, c'est tout un ensemble. Vous venez au pouvoir, il faut promouvoir la bonne gouvernance. Dès que vous ne pouvez pas gérer le pouvoir, parce que vous avez fait campagne pour dire, moi, je peux mieux faire. Mais vous venez au pouvoir, vous ne vous intéressez pas aux autres, et les gens ont des problèmes parce que la paix, l'insécurité, ça ne vient pas de dehors, ça vient d'abord, c'est de l'intérieur. Donc, si vous voulez parler de solidarité, soyez d'abord solidaire avec vos propres compatriotes. Vous n'êtes pas solidaire avec vos compatriotes, comment voulez-vous être solidaire avec les autres? C'est pas possible. Donc, il faut que chaque État se prenne en charge, chaque État se dise, au sein de mon pays, il faut que je promeuve les droits de l'homme, les libertés, et la libre entreprise. Parce que quand ces conditions, regardez les pays dans lesquels ces conditions sont réunies, la paix n'a pas de problème. Il n'y a pas d'attaque terroriste parce qu'on s'entend, chacun trouve son compte. Mais quand vous ne pouvez pas promouvoir la bonne gouvernance, vous ne pouvez pas parler de paix, vous ne pouvez pas parler de sécurité. C'est pas possible. Vous ne verrez aucun investisseur étranger venir chez vous parce qu'ils vont vous dire, chez eux, il n'y a pas la sécurité. Chez eux, la justice n'est pas indépendante. Chez eux, les jeunes ne peuvent pas travailler. Donc, il y a tout un ensemble que nous devons prendre en compte si nous voulons que la paix et la sécurité réagissent sur notre continent africain. Et Macky Sall a parlé de la recrudescence des coups d'État. Il n'en est pas loin lui-même. C'est ce que j'avais dit. Il parle de la recrudescence des coups d'État alors que lui-même, il n'en est pas... il n'est pas un exemple, rien qu'à prendre ce chapitre-là, ou ce volet-là. En fait, c'est ça, il disait tantôt. Ce qui fait plus susciter un coup d'État dans ce pays, c'est ça. Justement, et nous l'avons souvent dit, il n'est que temps que les civils au pouvoir fassent tout pour ne pas susciter l'appétit des militaires dans les casernes. En fait, c'est ça. C'est lorsqu'il y a des situations conflictuelles que des casernes, les militaires surgissent ou ils font irruption sur la scène sociopolitique de leur pays pour dire soit qu'on vient rétablir le haut là, bien pour essayer de ramener le calme et la paix dans le pays. Donc, l'un dans l'autre, ces chefs d'État qui font des déclarations doivent pouvoir se mirer eux-mêmes d'abord. Et après, il va falloir qu'ils décryptent eux-mêmes les propos, les discours qu'ils tiennent. Avec une trame commune, oui, tout le monde est prêt à dénoncer ce qui ne va pas. Mais en amont, quels ont été vos comportements vous-même? Quelles ont été les initiatives que vous avez prises pour qu'il n'en soit pas ainsi, in fine? Donc c'est ça qu'il est question. Il faut d'abord qu'ils fassent leur propre introspection, la plupart, avant que de vouloir soit donner des leçons aux autres ou que de vouloir chercher à se mettre également dans la posture de ceux-là qui déplorent, qui dénoncent des faits et situations dont ils sont parfois auteurs ou complices. Vrai? Oui. Macky Sall, ce n'est pas un bon donneur de leçons. On dit la dernière fois, il a réfléchi avec son équipe, il a dit on va supprimer le poste de Premier ministre parce qu'on n'en a pas besoin. C'est trop lourd pour notre budget. Quelques années après, il revient pour dire je ramène le poste. Ça, c'est... Le pays a les moyens maintenant. C'est la mauvaise gouvernance. Il ne permet pas la liberté, il ne permet pas à l'opposition de l'affronter. C'est pas normal. Moi, je dis, il y a des présidents qui devaient cesser de parler pour pouvoir donner la leçon aux autres. Parce que chez vous, vous n'êtes pas nickel. Et chez vous, vos compatriotes ne sont pas d'accord avec vous. Maintenant, pourquoi vous voulez demander aux autres d'être correct? Je dis, les coups d'État en Afrique, tant que les présidents ne vont pas cesser de détricoter les constitutions, parce que les militaires, ils sont tranquilles à la caserne, et ils s'ennuient même parfois. Mais quand ils constatent que les soi-disant intellectuels se battent là-bas au sommet, ils disent nous on ira mettre fin à la récréation. Donc il faut que chacun joue son rôle. Les tests de la République sont clairs. Moi je dis,
il faut que dans les pays, il faut que l'UA peut-être prenne des décisions pour dire on ne doit plus toucher comme on le fait là aux constitutions. Parce qu'il y a des gens qui sont au pouvoir. Je me rappelle un président sénégalais, Ouad, il modifiait la constitution au gré de ses humeurs. Comme ses chemises. On ne peut pas. Tout à l'heure, Adrien rappelait le fait que quand ça va dans certains parlements, on applaudit parce que le président a une majorité mécanique. C'est ce que Ouad a fait pendant longtemps. Donc, il faut déjà sensibiliser les présidents africains. Mais, étant donné que chacun connaît le dessous de l'autre, personne n'ose lever le doigt pour dire président de tel pays, tu fais mal parce que lui-même chez lui, il n'est pas bien loti. Donc, c'est un mouvement d'ensemble. Et là, moi, j'ai fait un clin d'œil aux intellectuels. Il faut que les intellectuels, parce que c'est eux qui ont le plus déçu. Quand les intellectuels se battent pour conquérir le pouvoir, quand ils viennent au pouvoir, c'est eux qui font totalement le contraire de ce qu'ils ont dit. C'est eux qui briment leurs compatriotes, c'est eux qui arrachent les libertés, c'est eux qui disent désormais voilà comment on va fonctionner. Mais quand ça arrive comme ça, la seule chose que le peuple a, c'est de descendre dans les rues. Et quand ça descend dans les rues, ça compromet la paix. Ceux qui sont au pouvoir donnent les ordres pour compter sur les populations. Donnez à manger au peuple, respectez vos engagements, ne touchez pas aux textes et vous allez voir comment... Si on cesse de tripoter les constitutions en Afrique, vous allez voir, il y aura moins de guerres, il y aura moins de mésententes. La paix va revenir parce que nous n'étions pas comme ça. À partir de 90, quand nous avons commencé la série des conférences, les pays étaient pacifiés parce que nous avait de nouvelles constitutions. Mais depuis un certain temps, bon, les gens ont voulu ramener le cycle. On veut rester au pouvoir jusqu'à la mort. On a vu ça en Guinée. J'ai dit, désormais, il faut que, suite à ce forum-là, on puisse s'inspirer. On doit prendre comme cas d'école ce qui est arrivé en Guinée, cas d'école ce qui est arrivé au Burkina Faso, cas d'école ce qui est arrivé à Ouattara. Il faut dire, quand vous faites ça, c'est pas bon parce que vous ne pensez pas au peuple, mais vous pensez à vous pensez à votre clan et vous pensez à vos amis. Donc il faut que désormais les Africains se parlent. Parce que les Blancs, ils nous regardent et ils se moquent de nous. Et ils se serrent la ceinture pour nous envoyer de l'argent, mais nous, on les dilapide. Et quand le peuple se lève pour dire je vais réagir, on tire sur le peuple. Donc je dis, Africains, levez-vous, sinon il serait trop tard. Le président sud-africain a également parlé, Adrien. Lui, il dit j'en veux vraiment à l'Europe. La rapacité dont ils font preuve les Européens est particulièrement décevante, surtout quand ils se disent nos partenaires. Oui, ce n'est qu'un aspect parmi tant d'autres. D'abord à l'interne, quels sont les efforts qui sont faits? Là, ce n'est qu'un aspect parmi tant d'autres. Il ne faut pas esquiver. C'est ce qu'il fait. Justement, je reconnais cette rapacité, cette boulimie des Occidentaux. Mais qu'il met en relief. Favorisée par à l'interne, en fait. Il s'agit d'abord de bonne gouvernance à l'intérieur. Il s'agit d'abord de convaincre les vôtres par rapport à votre gouvernance. Il s'agit de convaincre les vôtres à l'intérieur par rapport au respect des droits de l'homme, par rapport aux libertés, par rapport à la saine gestion des biens publics. C'est ça qui est la question. Et là, vous pourrez maintenant faire face à cela que vous qualifiez de rapace aujourd'hui. Et la pression vient sur les pays côtiers, Adrien. Préoccupant ça. C'est plus que préoccupant parce que si c'est que nous partageons, ou ces pays côtiers partagent des frontières avec ces pays qui sont déjà atteints, oui, je sais, quoi ça que vous faites allusion au djihadisme. C'est cela. C'est ça. Parce que ça bouge, hein. À l'intérieur des pays, il faut quand même une sorte de cohésion nationale. Je me rappelle dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, en 1977, c'était la révolution populaire, dit-on. Et il y avait une agression armée impérialiste. C'est vrai que c'était la dictature, c'est la révolution marxiste-léniniste. Mais les gens ont cru que les mercenaires allaient faire s'ébranler ce régime-là. Mais bien au contraire, on a senti le peuple derrière faire bloc, derrière les dirigeants de l'époque. Vous me suivez? Allez-y. Voilà pourquoi il dit, d'abord, il faut que les gouvernants rassurent les leurs à l'interne. Parce que je parle de cohésion nationale. Ce n'est pas une cohésion nationale du bout des lèvres qu'on vient proclamer au bit et torbi à l'occasion de certaines fêtes de ci, de ça. Non. Qu'on sente véritablement que vous, dirigeants, vous communiez véritablement avec votre peuple. De sorte que quand ces gens de situation arrivent là, vos compatriotes puissent véritablement faire bloc derrière vous qui ne souhaitent pas que l'adversaire atteigne la République au plus profond d'elle-même. Parce que lorsqu'on atteint la République, c'est votre pouvoir qui est ébranlé. Il s'agira pas de dire que non, nous sommes accrochés à notre pouvoir, rien n'arrivera. Mais non!
Parce que toute chose a des limites, surtout quand il s'agit de ces fronts anti-djihadistes là qu'il faut savoir consolider. Les pays côtiers désormais menacés, Moïse. Mais oui, j'ai dit, c'est pourquoi tout à l'heure, normalement quand ça arrive dans un pays, on devait se mobiliser, faire front. Affaire de tout le monde. Affaire de tout le monde, c'est pas... Et maintenant, vous avez vu comment ça avance. Certains déjà eu leur dose. Et c'est maintenant que chez d'autres, on est en train d'envoyer des pics pour tester le système sécuritaire de ces pays-là. Mais si on s'était mis ensemble pour travailler la main dans la main, pour dire, dès que ça arrive, c'est en tant que nous tous, nous là-bas, que chacun ne se restait pas chez lui, on allait bêtises. Parce qu'un pays où il y a quelques difficultés avec les masses, c'est un terrain fertile pour le djihadisme. Donc moi je dis, si, parce que les jeunes, s'ils n'ont pas d'emploi, ils sont oisifs et que quelqu'un vient dire, bon, tu viens travailler pour nous, on va faire un peu du djihadisme, et puis tu as $250 le mois, ils vont partir. Donc pour que ça n'arrive pas, il faut qu'il y ait une cohésion nationale. Il faut dès qu'il y a un problème, il faut qu'il y ait le sursaut patriotique. Mais parfois il y a des problèmes, et on dit, mais c'est pas nous qui sommes aux affaires, c'est ceux qui sont aux affaires. C'est leur affaire, c'est eux qui mangent, nous on n'a rien. Donc ça pose un problème. Et tout ça là, ça passe par la bonne gouvernance. Il faut forcément là. Et quand on dit bonne gouvernance, c'est beaucoup de choses. Il faut mettre dans la tête de nos dirigeants pour dire, pour faire développer la nation africaine, il faut la bonne gouvernance. L'autre qui parle de rapacité. La rapacité, c'est quoi? C'est nous-mêmes qui donnons, qui signons les contrats avec les autres. La dernière fois, on a parlé de la Chine ici. La Chine ne vient pas de force ou de gré prendre les contrats. C'est nous qui disons, ils sont mieux placés pour exploiter nos ressources afin que nous ayons des retombées. Et donc, quand ils viennent, ils s'en mettent plein les poches. Et puis, ceux qui ont signé le contrat, ils prennent les pas de gâteau. Ils prennent pas de gâteau. Le président, lui, c'est passé, peut-être il n'a pas encore eu. C'est rare d'entendre un président africain dire traiter les autres de rapace. Parce que c'est vous qui leur offrez le gâteau et ils prennent. C'est comme ça. Donc je dis, il faut qu'à l'intérieur. Moi, je dis, mais est-ce que dans nos États africains, nous n'avons pas des personnes capables de créer de grandes entreprises pour gérer nos ressources? Sommes-nous obligés d'aller chercher de l'extérieur pour venir chercher? Parce que l'autre, quand il travaille chez nous, il envoie tout chez lui. C'est à peine il investit 10% de ce qu'il gagne chez nous. Donc désormais, il faut que tout ça, ça passe par la bonne gouvernance. Toutes les difficultés que nous avons en Afrique, difficultés sociales, difficultés économiques, difficultés sécuritaires, le pilier central, c'est la mauvaise gouvernance de nos ressources et des personnes et des biens. Quand vous les gérez mal, les autres, ceux qui attendaient les retombées, s'ils n'ont rien, ils vont descendre dans les rues. Et quand la paix est compromise, pas d'investisseurs, parce que tout ce que vous allez investir, les gens vont casser. Quand il n'y a pas une justice équitable pour tous, les gens ne viendront jamais. Donc tout ça là, ça fait qu'aujourd'hui on parle de paix, on parle de sécurité en Afrique. Donc il faut qu'on se lève. Tout le monde doit se lever. C'est la lutte de tous, sinon le terrorisme, le djihadisme finira par embraser notre continent. Et nous passons en France. Je suis avec vous, Adrien. La France qui vend des armes aux Émirats Arabes Unis. Alors avec cette citation, nous attendons que la France soit plus responsable. La militarisation de notre région est inacceptable et les armes que les Français vendent sont à l'origine des troubles que nous constatons. Porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. C'est vrai qu'il ne faut pas donner blanc-seing à ce porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Mais c'est ça la vérité. Le sujet que nous venons d'aborder par rapport au djihadisme, qui sont ceux-là alors qui fournissent des armes, qui vendent des armes. Puisqu'ils ne sont pas fabricants. Justement, nous aurons tout compris. Et il se fait que cette France-là a commencé à être boudée dans des pays de l'Afrique où justement les attaques terroristes sont le quotidien. La dernière fois, dans plusieurs pays africains, les pays du Sahel, précisément, mais il se fait que la fosse Barkhane, pour ne pas la citer, mais a été dénoncée. Vous avez vu, à mettre à côté de ce fait-là, ce propos que tient ce porte-parole iranien, vous aurez tout compris. Comme l'a dit l'artiste, nous avons tout compris. Donc, la France doit pouvoir se remettre effectivement en cause. Voilà. On a commencé par montrer les dessous. Parce que nous venons de parler également de rapacité. C'est vrai que cela vient de également raison. À ceux-là qui parlent de rapacité, même si c'est dans un autre domaine, mais les affaires demeurent les affaires. Affaires d'enjeux de gros sous, en fait. Et la France qui se félicite d'ailleurs, vous entendez ces jours-ci chez les hommes, c'est une sorte de pactole, la frontale de correction gros marché dans des armes. Mais prendre des armes... Promotrice des droits de l'homme. De l'homme. Ne doit pas être le défi de l'heure. Vous aurez tout compris. Ne doit pas être le défi de l'heure. Mais il se fait qu'en sous-main, au bit et torbi, on vend les armes. On vend les armes. À quelle fin? Pour entretenir des foyers de tension et des réseaux
mafieux sur des continents ou dans certains pays où, selon qu'on ait des intérêts ou pas, on sait comment se positionner. Voilà les tristes réalités auxquelles certains pays sont confrontés dans le monde. On est prêt à tout au nom des intérêts. Oui, les Émirats arabes unis ont acheté les armes pour lutter contre le terrorisme. C'est l'élément fondamental. On dit qu'il faut aussi arrêter avec les agressions des pays limitrophes. Donc aujourd'hui, celui qui a fabriqué ces armes, ce n'est pas pour les beaux yeux des autres, lui va vendre et lui il a intérêt que dans les zones là, qui y a affrontement pour que lui là, il proposait ses services. C'est comme ça. Les Français en ont fabriqué. C'est pas seulement les armes, ils fabriquent aussi des mercenaires. Donc quand vous en avez besoin, et vous les vendez, ils font. Il y a des gens qui aiment gagner de l'argent partout. Là maintenant, on veut gagner de l'argent partout. On s'en fout de ce qui se passe là-bas. Les gens peuvent s'entretuer. L'essentiel pour eux, c'est de pouvoir vendre les armes qui ont été produites. Et c'est normal. Ils sont prêts à parler de paix, ceux-là? Mais oui. Non, parce que ils vont vous dire que c'est pas de... les gens achètent les armes pour pacifier le pays. Maintenant, si ils en font autre chose avec, c'est leur problème. Et ils savent pourtant, vendeurs. Les vendeurs savent. L'essentiel pour eux, c'est de ramasser le pactole, comme l'a dit Adrien. Mais le reste, ils s'en foutent. Parce que, vous savez... nous avons, comme vous voyez, les armes de la Libye après le décès de Kadhafi. Vous avez vu comment les armes ont circulé dans la région? Les armes ont circulé, les armes qui étaient protégées ont circulé. Donc, quand un pays achète les armes, c'est comme ça que ça circule. On tue. Normalement, je dis, le Conseil de sécurité doit pouvoir prendre ses responsabilités. Dans quelles conditions doit-on vendre les armes? Qui peut acheter les armes? Aujourd'hui, si vous avez l'argent, vous pouvez acheter les armes. Même si vous êtes un simple individu, la preuve, il y a des trafiquants d'armes, il y a des gens qui les achètent, qui vendent, il y a des agences de mercenariat, ou quand vous avez besoin de mercenaires, vous l'avez. Donc, je dis, il revient à la communauté internationale. Mais, tant qu'il y aura des acheteurs, il y aura des vendeurs. Parce que l'acheteur peut dire, mais ce que tu me proposes là, c'est pas performant. Il faut me fabriquer des armes plus performantes. Donc, tant qu'il y aura des acheteurs et des vendeurs, c'est ça, c'est une conscience collective. Il faut que les pays se disent, est-ce qu'on a forcément besoin des armes pour lutter? Mais la France vous dira, mais moi, j'ai fabriqué, je dois vendre. Donc, il revient au Conseil de sécurité de dire non, il faut arrêter ça. Parce que ces armes-là, quand ça va circuler là-bas, ça peut aller sur les autres continents. Et quand les armes circulent comme ça, c'est que le djihadisme, le terrorisme avance. Mais ils ne sauront pas que c'est les armes vendues là-bas qui viennent ici. Donc je dis que les gens cessent de mettre ces produits-là sur le marché public. C'est pas bon. Le marché de l'armement, visiblement, n'est pas en crise. Hein? Ah non, pas du tout. Bien au contraire. Les affaires ont fait florès là-bas et puis tout va bien. Les caisses des États qui se livrent à ce genre de trafic ou de commerce-là il faut qu'elles renflouées. Donc, espèce de sonate trébuchante, il y en a à foison là. Donc, vous aurez tout compris. Je parlais tantôt d'intérêt. Ah oui, c'est clair, c'est une affaire. C'est de gros sous. Puisqu'on a perdu du côté de l'Australie. De plus que gros sous. Vous avez compris la dernière fois la France qui s'est fait supplanter dans un pays par les États-Unis. Vous avez tout compris. Et déjà, il y a une sorte de guerre froide, si je puis m'exprimer. Bon, il a fallu que le président américain ait l'entretien nécessaire pour quand même. Pour gérer son petit. Oui, pour le gérer. Et il a compris également que quand même les États-Unis, c'est une force à côté de la France. Vous ne pas la nommer, bon, tout de suite. Hein. Réaliste. Bon, oui, on s'est dit, les affaires, c'est ça les affaires. On s'est dit, bon, on a perdu là, il faut chercher à gagner ailleurs, en usant de stratagème ou de stratégie ou de rafistolage, c'était que c'est possible. Donc, voilà les véritables enjeux actuels de certains dirigeants qui, au lieu de se préoccuper véritablement des défis actuels, défis de développement, défis liés à la Covid-19 ou pas le 19 autre, bon, vous comprenez. On s'en fout. On s'en fout. Et pourvu qu'on tue. Pourvu qu'on tue et qu'on ait les sous, l'argent, la manne financière. L'argent va nous conduire jusqu'où, là, Moïse? C'est ça. J'ai l'argent, je veux conserver l'argent que j'ai, je vais aller prendre aussi chez les autres. Vous voyez, depuis un certain temps, on parle de certains Wagner en Afrique. Oui. Pourtant, tout le monde sait que Wagner, ça ne fait pas du bien. Mais il y a des pays africains qui collaborent avec. Parce qu'on a dit qu'on veut renforcer son pouvoir, on veut protéger son territoire. Et ceux-là, c'est des mercenaires, ils achètent les armes. Donc, c'est comme ça, il faut qu'il y ait une révolution des mentalités. On s'en fout de ce que tu as besoin de sécurité. Je t'offre les hommes et je t'offre les armes. Ce que tu en fais, c'est pas mon problème. Donc, aujourd'hui, chacun dit je veux défendre mon territoire. Je veux me préparer pour lutter contre le djihadisme qui avance et on achète tout. Non, c'est pas bon. Et ça, parfois, on les achète pour
pour tuer ses propres compatriotes. Ce n'est plus pour lutter contre les Et terroristes. ce pays, vous le connaissez, c'est pas un pays qui est respectueux des droits de l'homme. Donc voilà, la plupart des pays qui ne respectent pas les droits de l'homme, c'est eux qui achètent régulièrement les armes. Parce que la seule arme qu'ils ont, c'est quand vous descendez dans les rues, on donne l'ordre, on vous tue. On ne peut pas acheter des armes pour tuer ses compatriotes. On peut acheter des armes pour protéger le territoire, défendre le territoire, repousser l'ennemi. Mais quand on achète les armes Avec l'argent du pays. du pays et qu'on tue ses propres compatriotes, ça devient immoral et amoral. Où va le monde, Adrien? Où va le monde à sa perte, certainement. Parce que c'est la perte des normes requises, Publiquement, la tu perte des tiens des valeurs. propos sérieux, respectueux. Et puis, derrière, Derrière, c'est autre chose qui se passe. Évidemment, vous avez tout compris. Donc, c'est lorsque ils ne s'entendent plus sur les partages et autres dividendes que certaines situations, que certaines situations remontent en surface et nous autres sommes mis au courant. Vous aurez tout Parce que compris. ces vendeurs-là se détrônent régulièrement. Ces vendeurs se détrônent, c'est-à-dire que quand on n'arrive plus à me fournir ce que je te demande, que ton concurrent peut me le fournir, je vais vers lui. nous passons en Guinée, Adrien. Moussa Dadis Camara et Sekouba Konaté autorisés à rentrer dans leur pays. On leur a fait comprendre qu'ils avaient la liberté de rentrer dans leur pays, de s'y établir ou de venir pour un séjour court ou de retourner d'où ils viennent. C'est le peuple du gouvernement qui l'a dit, Adrien. Oui, je peux dire que cela participe également d'une démarche stratégique. Vous n'êtes pas sans savoir que peut-être au banc de la communauté internationale, les actuels hommes forts de Conakry ont besoin de renforcer la cohésion interne. Nous faisions tantôt allusion à la cohésion interne. C'est vrai que Dadis Camara n'a pas bonne presse dans sa Guinée, mais il ne faudrait pas multiplier les fronts. Il faudrait mieux avoir ceux-là avec soi. C'est ce que c'est. C'est stratégique. C'est stratégique. Ah oui, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Parce que Dadis Camara, ils sont policiers, ils ont des familles, ils ont des soutiens également. Ça compte également pour quelque chose. Ils viennent de certaines régions de la Guinée-Conakry. Tout ça entre en ligne de compte pour non seulement asseoir les bases d'un pouvoir, pour consolider ce pouvoir, pour travailler, pour œuvrer à une véritable cohésion nationale, pour faire front à un ennemi commun. En fait, c'est ça. C'est stratégique, ce n'est pas anodin selon moi. Vraiment stratégique. Mais c'est conditionné. Vous restez tranquille. Vous restez tranquille. D'accord, nous sommes d'accord que vous reveniez au pays. Parce que tout le monde connaît on a vécu les frasques de Dadis Camara quand il avait pris le pouvoir. Vous avez vu comment Dadis Camara a humilié en face des caméras du monde les intellectuels, les anciens ministres. Donc, on connaît, comme il a dit, il a de la famille, le réseau reste le même. Donc, vous venez au pays, personne n'a dit vous allez vous établir ou bien vous retournez d'où vous venez. Ça veut dire quoi? Si vous rentrez au pays, vous restez sage. Vous ne vous mêlez pas de la politique. Vous ne vous mêlez pas de l'armée, mais on peut vous consulter de temps en temps si vous ne pouvez pas respecter ces principes-là. Parce que, vous savez, c'est souvent difficile à ces personnes-là de rentrer, de rester tranquille. Ils ont des amis qui vont venir leur rencontre, qui vont venir leur rendre visite, et au cours de ces visites-là, on peut encore fomenter des coups. Et le second n'aime pas le pouvoir, c'est Kouba. Non, il n'aime pas le pouvoir, mais non, on l'a fait. Il faut se rapprocher de son ennemi. Il reste soit à nos côtés. Parce que lui, à l'extérieur, c'est pas bon pour le pouvoir. Mais à l'intérieur, on a la possibilité. Les renseignements internes peuvent le contrôler. Mais s'il est à l'extérieur, c'est pas bon. Je crois qu'on les a ramenés au pays. On aura peut-être besoin. Il n'aime pas le pouvoir, mais aujourd'hui, il peut venir au pays, changer de veste. Si on le met dans les bonnes conditions, on lui reconnaît son grade, on lui donne tous les avantages liés à son rang, il va rester sage. Et il va aider peut-être ceux qui sont au pouvoir à mieux gérer. C'est l'essentiel parce que je dis, on ne sera pas ennemis tout le temps. Si tant est que tous ces Guinéens-là prétendent aimer leur pays, la main dans la main, ils peuvent développer la Guinée. Les organisations de droits de l'homme disent attention, camarade, t'es pas absous, hein? Non, il n'est pas absous. Il ne saurait en être question. C'est là que, et à l'intérieur même, les Guinéens devront quand même être vent debout contre
un certain nombre de choses. Alors. Il a dit qu'ils doivent répondre devant les juridictions compétentes de certaines. Vous voyez descendre au pays dans ces conditions? Mais ils ont à choisir. C'est une option parmi tant d'autres. Mais à eux de faire l'option qui leur paraît la bonne. On ne les a pas ligotés, on ne veut pas les ramener de force en Guinée. Mais on leur donne la possibilité de s'y rendre. Parce que tout compte fait, c'est leur pays. Maintenant, cela ne peut nullement offrir l'occasion à certains de chercher à les absoudre par rapport à certains événements douloureux et déplorables à l'ère d'Addis Camara lorsqu'il était au pouvoir. Et ce Kouba Konaté, il était sorti pourquoi? Non, oui, il n'avait pas une bonne raison de le faire. Ah non, un militaire, quand il fuit parce que c'est un problème de sécurité. Il dit le pouvoir, je n'en veux pas, je me retire. Il sort du pays. Il sort du pays parce qu'il se dit, à l'extérieur, je suis plus en sécurité qu'ici. Parce que s'il reste au pays, écoutez, on peut organiser une rébellion et lui ôter la vie pour dire que ce sont quelques éclairés, quelques illuminés qui sont allés lui faire la fête. Pourtant, le pouvoir peut encore organiser ça. Aujourd'hui, Dadis Camara, quand on parle du charnier, il a tué des gens. Peut-être il va revenir au pays et il va comparaître devant la justice de son pays. Donc je dis, ils ont le choix. S'ils pensent qu'ils peuvent résister à la pression à l'interne, ils rentrent, le cas contraire qu'ils restent là-bas. Et qu'ils laissent la politique, qui ne parle que de leur pays. Parce que... On vous interdit ça, c'est votre pays quand même, mais Moïse. Non, vous avez blessé des compatriotes. Dadis Camara n'est pas bien vu de tous les Guinéens. Il y a des Guinéens qui souhaitent que Dadis Camara paye pour ses péchés. Il ne peut pas venir au pays, on va lui dresser le tapis rouge. C'est pas possible. On ne peut pas lui dresser le tapis rouge. Donc s'il vient, les gens vont certainement amener le régime en place, à lui intenter un procès pour qu'il réponde de ses actes. Ça, c'est la moindre des choses. Vous ne pouvez pas tuer facilement comme ça, rester à l'extérieur, revenir pour dire, bon, lui là, il faut oublier le passé. On n'oublie pas le passé comme ça. Il doit quand même reconnaître les faits, il doit être jugé, quitte à être gracié après par le président. Mais là, il faut qu'il réponde de l'intérieur de l'extérieur. Je suis d'accord. S'il rentre, il faut lui faire répondre. C'est aussi simple que ça. S'il ne peut pas répondre, il reste là-bas. En silence, ça a assez duré comme ça chez toi, Condé. On va retrouver ta femme de l'autre côté, c'est ce qu'on lui a fait. Bon, encore que confronté aux réalités d'après la perte du pouvoir, le vieux professeur Condé, visiblement, n'est pas à l'aise. Donc, pourtant, il devrait l'être. A tel en fait son lion se couche, citons. Il a forcé un troisième mandat. Bon, ça n'a pas prospéré. Il doit pouvoir subir. Donc, je crois savoir que ce n'est qu'un début. Parce que si jusque-là, la junte au pouvoir n'a pas permis qu'il aille en exil à l'extérieur, il y a certainement des intentions. Et récemment, on a créé une CRIEF là-bas. Une cour de répression. Là-bas, c'est fort. CRIEF, c'est oui, finance. Il n'y a pas de terrorisme ici pour le moment, tout ça, mais c'est les finances à saisir. Et là, les dirigeants actuels sont en train de tout faire pour montrer pas de blanche par rapport à cela. Ils disent que quand vous serez rendu coupable, ou si vous avez été quand même auteur de détournement, d'actes de mauvaise gestion, vous passerez. Donc, notre souhait est que véritablement les choses se fassent également du côté de la règle de l'art, qu'on ne condamne pas pour condamner, que justice se fasse et se rende véritablement. Donc, quant au président déchu Alpha Condé, il n'a que ce qu'il mérite. Alpha Condé bénéficie d'un traitement digne de son rang, sans aucune pression internationale, jure les militaires. Oui, c'est clair. Mais il doit être jugé. Parce qu'on n'oublie pas qu'on l'a pris avec des millions dans sa maison. Devenu une banque subitement. Donc, il doit répondre de ça. Je suis d'accord qu'on le traite parce que, au-delà de tout, c'est un ancien président. Au-delà de tout, il a eu à gérer la Guinée à sa façon. Au-delà de tout, même si on a des choses à lui reprocher, dans tout pays, il y a une justice. Donc, on doit le soumettre à une justice équitable pour qu'il comparaisse et réponde de ses actes, que ce soit des crimes économiques ou bien des crimes humains, il va répondre. Donc, c'est l'essentiel. Il ne faut même pas... parce que sinon, la communauté internationale dit « Ah non, qu'il a été brutalisé ». On le garde au chaud et un jour, devant les tribunaux, il va répondre de ses actes. Ce n'est pas parce que vous avez été président que vous pensez que, bon, quand on est président, on a le droit de vie et de mort sur ses compatriotes. Quand vous perdez le pouvoir, vous répondez. Il devait savoir qu'en forçant, ça passe ou ça casse. Cette fois-ci, ça ne passe pas. On l'a appris. Donc, il faut qu'il réponde. Il est tranquille. C'est vrai qu'au début, il ne voulait pas parler, il voulait jouer. Et puis, bon, un lion reste un lion. Mais malheureusement, ce lion-là est daté. Il a droit à son médecin, il a droit à son cuisinier, à sa femme. Oui, on le traite comme un ancien président. Pas de télé, pas de téléphone. Ben oui.
Il est coupé de tout? Non, la télé, il va suivre l'actualité. Le téléphone, il peut appeler qui. Il est interdit de télé également. Oui, je dis, s'il regarde la télé, il va suivre ce qui se passe à l'Internet. Et réfléchir. Et réfléchir. S'il a le téléphone, il peut continuer par appeler ces gars pour dire et donner sa position. Et là, ils peuvent encore tenter des coups pour le récupérer. Mais les militaires ont été très intelligents. Pas de téléphone, pas de télé. C'est la meilleure des choses. Et il est à l'aise, il va vite dormir. C'est bon. Nous finissons avec Wati, Adrien. La dépolitisation, ou plus raisonnablement la réduction de la politisation des administrations publiques est une exigence majeure si l'on veut améliorer l'efficacité, la crédibilité des États. Ce devrait être ça commentaire. Et c'est heureux que dans certains pays africains, on le comprend déjà comme ça. On commence à le comprendre. Là, oui, et il y a des efforts qui se font, même si ce n'est pas encore cela, mais des efforts se font tout de même. Maintenant, certes, on va dépolitiser, mais ceux-là qu'on aura à promouvoir à ces différents postes, il ne faudrait pas qu'en sommet, on leur donne des instructions contraires aux normes d'éthique et de déontologie qui doivent sous-tendre la gestion d'une véritable administration. Donc c'est ça qu'il est question. Une chose est dépolitisée. Mais en positionnant des gens, en nommant des gens, est-ce au mérite véritablement qu'on les promeut, qu'on les nomme? Ou parce qu'ils appartiennent seulement aux partis politiques? Là, c'est encore une autre paire de manches. On peut dépolitiser. Mais quel est le processus véritable de nomination? Là également, on doit pouvoir s'y intéresser. Oui, dépolitiser, c'est facile. Oh oui, mais attention, en positionnant un cadre ou des cadres, quelles sont les consignes qu'on lui donne en cachette? C'est une autre paire de manches. On travaille qu'avec ses amis, ceux qu'on connaît. C'est ça, justement, le parrainage. On ne peut pas être président de la République et nommer quelqu'un qu'on connaît. Il a beau avoir 1000 doctorats. Il faut que dans le système, il ait un parrain. Il faut que dans le système, on lui donne des consignes. Il faut que dans le système, on soit capable de le contrôler. On ne peut pas nommer un peu de responsabilité quelqu'un qu'on va contrôler. Ce n'est pas possible. Donc je dis, c'est vrai qu'on souhaite qu'on dépolitise. Mais on peut prendre un cadre compétent qui n'a pas de parrain politique, mais à bien la rappeler en sous-main, on lui donne des consignes faibles. C'est à faire ou à laisser où tu peux être poste. Donc voilà encore des réalités dont on ne peut pas se départir en Afrique. Bon, on dit oui, on va prendre quelqu'un. Non, c'est pas possible. Il n'y a pas ce président africain-là qui va nommer un cadre sans lui donner des consignes en secret. On va toujours lui donner des consignes. Il y a des dossiers peut-être contraires qu'on lui remet, il pose juste la science. Donc c'est un peu compliqué parce qu'en Afrique, c'est difficile de dépolitiser les postes parce qu'il y a des gens qui sont compétents. Même quand on vous fait venir de l'extérieur, quand on vous nomme, vous avez des consignes. Non, ce n'est pas le champ de votre peuple quand vous allez l'avaler comme vous voulez, mais celui qui est là, il dit que c'est lui qui détermine la politique de l'État. Donc, il vous trace un chemin. Si vous ne pouvez pas, vous avez vu, non, beaucoup de cas, c'est très difficile pour les cadres africains de démissionner. Quand même parfois, ils subissent des humiliations dans l'exercice de leurs compétences. Ils restent parce qu'ils se disent, bon, ce que je gagne, c'est suffisamment gros pour que si je laisse tomber, qu'est-ce que je vais avoir? Et parfois même, l'influence de la famille peut dire non, je supporte un peu ce que tu gagnes là, c'est beaucoup. Ferme les yeux sur les erreurs. La famille vous encourage. Oui, la famille vous encourage, dit non, ferme les yeux, laisse tomber, ça va s'arranger un jour. Et comme ça, l'Afrique ne peut pas prendre son envol. C'est dans tous les pays africains. Voilà. Parce que quand vous êtes nommé là, si on vous nomme ministre, c'est qu'au village, tout le monde est content. Tout le monde est content. Le jour où vous allez dire, mais je ne supporte plus la pression du chef, on va dire non, reste là. Parce que si tu quittes là, non, qu'est-ce qu'on va devenir? Malheureusement, c'est l'Afrique. Malheureusement, c'est fini pour le numéro de ce jour. Merci à vous, Adrien. Merci à Moïse. Et merci à vous, madame, monsieur. Nous nous retrouvons bientôt.